Mange, sale bête !» La botte de Béatrice s'abat sur le flanc d'Aïcha, la projetant contre la paille moisie. La fillette, 11 ans, genoux écorchés, ramasse une poignée de foin mêlée de croquettes pour chien. Ses lèvres tremblent, mais elle avale. Béatrice croise les bras, talons claquant sur le béton. « Tu crois que ton père paie pour que tu fasses la princesse? Ici, tu es ce que je décide. » Elle arrache la gamelle en fer blanc, la renverse. Les croquettes roulent, se collent à la boue. Aïcha lève les yeux. Ses pupilles noires brillent. 2 lames. Elle ramasse une croquette, la porte à sa bouche, croque lentement. Le bruit sec résonne. Béatrice ricane, mais sa mâchoire se crispe. Encore. Aïcha obéit. Ses doigts, fins comme des brindilles, tremblent. Une croquette tombe. Béatrice la piétine, le cuir de sa botte grinçant. Ramasse avec la langue. La fillette se penche. Sa joue effleure la paille. Elle lèche. Le goût de terre et de graisse canine lui brûle la gorge. Béatrice se penche, souffle à son oreille. « Si tu pleures, je te fais dormir avec les porcs. » Aïcha ne pleure pas. Elle se redresse, lentement. Ses lèvres sont gonflées, une trace de sang au coin. Elle fixe Béatrice. Un silence lourd tombe, plus tranchant qu'un cri. Béatrice frappe du pied. La gamelle vole, heurte le mur. « Demain, tu mangeras dans leur auge. » Elle tourne les talons. La porte claque. Le verrou grince. Aïcha reste seule. Elle ramasse une brindille de paille, la tord entre ses doigts. Ses ongles, rongés jusqu'au sang, laissent les yeux des traces rouges sur la tige. Elle murmure, si bas que seul le cheval dans le box voisin l'entend. « Un jour, tu paieras. » Elle glisse la brindille dans sa poche. Un geste précis, presque rituel. Ses yeux ne quittonnent pas la porte. Derrière le bois, les pas de Béatrice s'éloignent, mais le bruit de ses talons reste gravé dans le crâne d'Aïcha, comme un métronome de haine. Elle se remet à genoux, ramasse une autre croquette. Elle ne mange plus. Elle compte. 1, 2, 3. Chaque croquette est une promesse. Elle les range dans un coin, sous une planche branlante. Demain, elle en aura besoin. Le cheval hennit, frappe le sol. Aïcha lève la tête. Ses yeux brillent. Pas de larmes, mais d'une colère froide, forgée dans l'humiliation. Elle se redresse, essuie sa bouche d'un revers de manche. Le tissu de sa robe, autrefois bleu, est sa grille de crasse. Elle murmure, encore, plus fort. « Papa reviendra. » La porte reste close. Le verrou ne bouge pas. Mais dans sa poche, la brindille de paille est déjà une arme. Béatrice pousse la porte. Le battant cogne le mur. « Debout, paresseuse !» Aïcha se lève d'un bond. Ses jambes vacillent, mais elle tient. Ses yeux fixent le sol, sans ciller. Béatrice s'approche, botte-guide claquant. Elle attrape le menton d'Aïcha, force la tête en haut. Les doigts serrent. « Regarde-moi quand je te parle. » Aïcha obéit. Ses pupilles noires, depuis, s'enfont. Béatrice relâche, dégoûtée. Un filet de salive coule sur le menton de la fillette. Elle ne l'essuie pas. « Tu pues la bête. » Béatrice recule d'un pas. « Lave-toi avec l'eau des chevaux. » Elle désigne le seau rouillé. Aïcha avance. Ses pieds nus glissent sur la paille humide. Elle plonge les mains dans l'eau trouble. Le froid mord. Elle frotte ses bras, ses joues. L'eau devient grise. Béatrice tape du pied. Plus vite. Aïcha accélère. Ses coudes s'écorchent contre le métal. Une goutte de sang tombe, rosit l'eau. Elle ne grimace pas. Elle se redresse, dégouline. Béatrice lui jette une serviette rêche. Essuie. Aïcha attrape le tissu. Elle s'essuie le visage, les mains. Le tissu râpe sa peau. Elle plie la serviette, la pose sur le seau. Un geste lent, délibéré. Béatrice fronce les sourcils. « Tu te crois maligne ?» Elle s'approche, souffle au visage. La laine mentholée brûle les narines d'Aïcha. « Demain, tu nettoieras les box à genoux. » Aïcha hoche la tête. Un seul mouvement.
Ses lèvres restent closes. Béatrice saisit son poignet, tord. Les os craquent. Répond. Aïcha serre les dents. Un souffle sort. Oui, madame. Béatrice lâche. Le poignet d'Aïcha retombe, rouge. Elle ne le masse pas. Elle se tourne, ramasse la gamelle renversée. Elle la pose droite, sans un mot. Béatrice ricane. Tu apprendras. Elle sort. La porte claque. Le verrou grince. Aïcha reste immobile. Ses épaules s'affaissent une seconde, puis se redressent. Elle glisse la main dans sa poche, sort la brindille de paille. Elle la serre, fort. Les épines piquent dans sa paume. Une goutte de sang perle. Elle sourit, à peine. Elle murmure. « Tu ne me briseras pas. » Elle range la brindille, retourne au coin sombre. Elle s'assoit, dos contre le mur. Ses genoux remontent contre sa poitrine. Elle ferme les yeux. Dans sa tête, elle compte les jours. Pas les heures. Les jours. Un cheval frappe le sol. Elle ouvre les yeux. Elle se lève, s'approche du box. Elle caresse le museau de l'animal. Il renacle, chaud. Elle chuchote. « Toi aussi, tu attends. » Elle retourne à son coin. Elle sort un bout de charbon de la poche. Sur le mur, elle trace une ligne. Une de plus. La 50e. Elle appuie fort. Le charbon craque. Elle ne s'arrête pas. La ligne est droite, parfaite. Elle range le charbon. Elle s'assoit. Elle attend. Le silence est son arme. Antoine pousse la porte de l'écurie. Le battant grince. Il s'arrête net. Le faisceau de sa lampe torche balaie la paille. Le cercle de lumière s'immobilise sur le bracelet tressé de foin, posé sur le béton. Il se baisse. Ses doigts effleurent pètent sur les brins secs. Il retourne le bracelet. Le charbon aggravé. « Maman Fatou, je t'attends. » Les lettres sont fines, tremblées, mais droites. Il serre le poing. Le foin craque. Un pas derrière lui. Béatrice surgit, bras croisés. « Tu fouilles ?» Antoine se redresse. Il brandit le bracelet. « Explique. » Béatrice hausse les épaules. Un jeu d'enfant. Il avance d'un pas. Ses bottes écrasent de la paille. « Où est Aïcha ?» Dans sa chambre. Béatrice désigne l'escalier. Elle boude. Antoine passe devant elle. Il monte. Les marches grincent. Il ouvre la porte de la chambre. Le lit est fait. Oreiller lisse. Personne. Il redescend plus vite. Béatrice bloque l'escalier. « Tu me soupçonnes ?» Il la pousse. Elle vacille. Il retourne à l'écurie. Il soulève la planche branlante. Le téléphone de Fatou gît. Là, écran fissuré. Il appuie sur le bouton. L'écran s'allume. 3% de batterie. Un fichier audio. Il clique. La voix de Béatrice jaillit. « Si tu parles, je te fais manger avec les porcs. » Le son coupe, batterie morte. Antoine serre l'appareil. Ses phalanges blanchissent. Il se tourne. Béatrice est là, dans l'encadrement. Un montage. Il avance. Elle recule. Il lève le téléphone. « Écoute. » Il appuie encore. Rien. Mort. Il le glisse dans sa poche. « Où est-elle ?» Béatrice sourit, lèvres pincées. Endormie. Antoine sort. Il traverse la cour. Il ouvre la porte du box du fond. Vide. Il frappe le mur, la paille tombe. Il s'agenouille, fouille. Ses doigts touchent un bout de tissu. Il tire. Une robe bleue délavée, déchirée. Il la serre contre lui. L'odeur de sueur et de cheval. Il se redresse. Il retourne vers Béatrice. Elle n'a pas bougé. Il brandit la robe. Sa taille. Béatrice hausse un sourcil. Elle grandit. Antoine glisse la robe dans son manteau. Il passe devant elle. Il monte dans sa voiture. Il démarre. Les phares balayent le visage de Béatrice. Elle ne cille pas. Il roule. Les pneus crissent sur le gravier. Dans le rétroviseur, le bracelet pend à son poignet. Il serre le volant. Le moteur rugit. Il murmure. « Je te trouverai. » La nuit avale les phares. Antoine freine devant la maison de Madame Ndour. La porte s'ouvre avant qu'il frappe. La femme, tablier taché, le fixe. Vous avez le bracelet. Il brandit le téléphone mort. Chargeur. Elle le fait entrer.
Une prise murale. Il branche. L'écran clignote. 1%. Il appuie. Le fichier audio se relance. La voix de Béatrice. Paba, Porks. Il coupe. Vous avez vu. Madame N'Dour hoche la tête. Elle ouvre un tiroir, une clé USB. J'ai filmé. Il la prend. Ses doigts tremblent. Elle le guide vers l'ordinateur. Il insère la clé. Un dossier. Vidéo datée. 15 mars 2022. Il clique. L'image tremble. Béatrice traîne Aïcha par le bras. La fillette trébuche. Béatrice la pousse dans le box. La porte claque. Aïcha cogne. Béatrice. 3 jours sans eau. La vidéo coupe. Antoine serre les poings. Pourquoi pas la police? J'ai essayé. Gaspard a payé le commissaire. Elle sort une enveloppe. Lettre anonyme. Adresse d'un orphelinat à Caen. Il ouvre. Une photo. Aïcha, cheveux courts, yeux cernés. Au dos. Elle était Sheila. Viens seule. Il se lève. Madame N'Dour lui tend une veste. Prend la route de campagne. Il sort. Il monte en voiture. Il roule. Les phares perçant la brume. Il dépasse les panneaux. Caen 40 km. Il accélère. Il s'arrête devant l'orphelinat. Bâtiment gris. Il frappe. Une sœur ouvre. Aïcha Diallo? Elle fronce les sourcils. Partie hier, une femme en costume. Il serre la photo. Béatrice? La sœur hoche la tête. Elle a signé. Il remonte en voiture. Il appelle Gaspard. Répondeur. Il laisse un message. Je sais. Il roule vers le domaine. Il entre dans le bureau de Gaspard. Le coffre est ouvert. Des dossiers. Il fouille. Un contrat. Signature falsifiée. Antoine de Saint-Exupéry. Il le photographie. Il sort. Il monte au grenier. Une malle. Il l'ouvre. Des lettres. Enveloppes déchirées. Adressées à lui. Jamais reçues. Il en ouvre une. L'écriture d'Aïcha. Papa, pourquoi tu ne viens pas? Il serre les lettres. Il descend. Il appelle Madame N'Dour. Elle n'est pas à Caen. Cherche dans la cave à vin. Il raccroche. Il court. Les marches grincent. Il ouvre la porte. L'obscurité. Il allume la torche. Des bouteilles. Des toiles d'araignée. Un bruit. Un gémissement. Il avance. Une chaîne. Aïcha, attachée au mur. Elle lève la tête. Papa. Il s'agenouille. Il défait les chaînes. Ses doigts saignent. Il la prend dans ses bras. Elle tremble. Il murmure. Plus jamais. Aïcha pousse la porte de la grange abandonnée. Le battant cogne. Elle entre. Un garçon, 9 ans, peau sombre, est assis sur une caisse. Il tient un crayon cassé. Elle pose un sac, pain sec, fromage dur. Mange. Le garçon hésite. Elle déchire le pain. Elle lui tend la moitié. Il mord. Les miettes tombent. Elle s'assoit. Elle sort un carnet. Dessin de chevaux. Elle tourne les pages. Regarde. Il pointe un cheval blanc. Comme celui de madame. Elle secoue la tête. Non. Celui-là est libre. Elle trace une ligne. Le cheval galope. Le garçon sourit. Il prend le crayon. Il dessine un soleil. Elle hoche la tête. Bien. Elle sort une bouteille à d'eau. Elle boit. Elle lui passe. Il boit. L'eau coule sur son menton. Un bruit. Pas dehors. Elle se lève. Elle ferme la porte. Elle pousse une caisse. Le garçon tremble. Elle pose la main sur son épaule. Cache-toi. Il se glisse derrière les bottes de foin. Elle reste debout. La porte tremble. Une voix. Aïcha. Elle ne répond pas. Elle serre le carnet. La porte s'ouvre. Un homme. Ouvrier. Il entre. Madame Béatrice cherche le petit. Elle avance. Il n'est pas là. L'homme regarde autour. Il voit les miettes. Il fronce les sourcils. Il sort. La porte claque. Elle attend. 10 secondes. Elle tire la caisse. Le garçon sort. Il tremble. Elle lui tend le carnet. Dessine encore. Il dessine un arbre. Elle ajoute des feuilles. Elle murmure. Un jour, on aura un vrai arbre. Le garçon lève les yeux. Avec des fruits? Elle hoche la tête. Des jabouticabas. Il sourit. Il dessine un fruit rond.
Elle sort une graine de sa poche. Elle la pose sur la caisse. Garde-la. Il la prend. Il la serre. Elle se lève. Elle ouvre la porte. Elle regarde dehors. Personne. Elle revient. Elle s'assoit. Elle sort un téléphone cassé. Elle appuie. L'écran s'allume. 1%. Elle enregistre. Sa voix, basse. Jour 412. Il a dessiné un soleil. Elle coupe. Elle range le téléphone. Elle prend le crayon. Elle dessine un cheval. Le garçon ajoute une crinière. Elle murmure. « On est plus fort à deux. » Le garçon hoche la tête. Il dessine une maison. Elle ajoute une porte. Elle trace une clé. Elle range le carnet. Elle se lève. Elle ouvre la porte. Elle regarde le ciel. Gris. Elle revient. Elle tend la main. « Viens !» Il prend sa main. Ils sortent. La grange se ferme derrière eux. Le cadenas cliquette. Elle murmure. « Demain, on dessine un avion. » Antoine surgit dans la grange. Il s'arrête. Aïcha se tient devant le garçon, bras écartés. Le garçon se cache derrière elle. Antoine avance. « Aïcha !» Elle recule. Ses talons heurtent Mick la caisse. « Ne t'approche pas. » Il s'agenouille. Ses genoux craquent. Il ouvre les mains. Vide. « Je suis venu seul. » Elle fixe ses paumes. Elle hoche la tête. Le garçon sort. Il serre le carnet. Antoine le regarde. « Tu l'as protégé. » Aïcha avance. Elle pose le carnet sur la caisse. Il a faim. Antoine sort une barre chocolatée. Il l'attend. Le garçon hésite. Aïcha hoche la tête. Il prend. Il mord. Antoine se tourne vers elle. « Pardonne-moi. » Elle croise les bras. « Promets. » « Quoi ? » « Plus jamais partir. » Il hoche la tête. « Jamais. » Elle avance. Elle sort une feuillole pliée. Elle l'attend. « Madame Ndour. » Il ouvre. Une adresse. Lycée Saint-Sulpice. Dossier. Lucas. Il fronce les sourcils. « Béatrice ?» Elle hoche la tête. Elle l'a fait avant. Il serre la feuille. Il l'arrange. Il tend la main. « Viens. » Elle hésite. Elle prend la main du garçon. Lui aussi. Antoine hoche la tête. Il les guide dehors. La nuit est noire. Il ouvre la portière. Il monte. Il démarre. Dans la voiture, silence. Aïcha brise. « Elle a falsifié ta signature. » Il serre le volant. « Je sais. » Elle sort le téléphone cassé. Elle appuie. L'écran s'allume. Elle tend. « Écoute. » Il prend. Il écoute. Sa voix à elle, enfant. Jour 50. Elle m'a attaché. Il coupe. Il rend le téléphone. Elle range. Preuve. Il hoche la tête. On va à Saint-Sulpice. Elle regarde par la fenêtre. Lucas. Il accélère. Les phares percent. Le garçon dort. Aïcha pose la tête contre la vitre. Antoine murmure. Plus jamais seul. Elle ne répond pas. Elle ferme les yeux. La voiture file. Il sort la feuille. Il lit l'adresse. Il tourne à gauche. Les pneus crissent. Il gare devant le lycée. Grille de fermée. Il descend. Il secoue la grille. Un gardien sort. Fermé. Antoine montre la feuille. Urgence. Le gardien ouvre. Ils entrent. Le garçon se réveille. Aïcha le prend par la main. Ils avancent. Un bâtiment. Porte 12. Antoine frappe. Une femme ouvre. Elle voit Aïcha. Elle pâlit. « Vous êtes… » Aïcha hoche la tête. « Lucas. » La femme disparaît. Elle revient. Un dossier. Elle tend. Antoine ouvre. Photo. Lucas, 12 ans, poignet marqué. Il serre le dossier. Il murmure. « On a tout. » Aïcha regarde la femme. « Merci. » Ils sortent. La grille se referme. Dans la voiture, Aïcha murmure. « Maintenant, on la brise. » Gaspard surgit dans le bureau. Il claque la porte. Le battant vibre. « Tu as fouillé mon coffre. » Antoine se retourne. Le dossier Saint-Sulpice serré dans la main. Preuve. Gaspard avance. Ses chaussures claquent sur le parquet. Il arrache le dossier. Les pages volent. « Tu touches à Béatrice. Tu perds le domaine. » Antoine ramasse une photo. Lucas, poignet chaîné. Il la brandit. Elle l'a brisée. Gaspard ricane.
Il déchire la photo. Les morceaux tombent. Un bâtard, comme ta négresse. Antoine bondit. Il saisit le col de Gaspard. Le tissu craque. Il plaque contre le mur. Répète. Gaspard étouffe. Il crache. Elle signe tes papiers. Tu es complice. Antoine lâche. Gaspard glisse. Il tousse. Il sort un contrat. Signature falsifiée. Il le jette sur le bureau. Divorce. Tout à elle. Antoine attrape le contrat. Il le froisse. Faux. Gaspard sourit. Il ouvre un tiroir. Un revolver. Il le pointe. Sort. Antoine recule. Ses talons heurtent lit de la chaise. Il sort. Gaspard verrouille. Le clic résonne. Dehors, Antoine court. Il monte en voiture. Il appelle Madame N'Dour. Gaspard arme. Elle répond. Cave à vin. Il cache. Il roule. Les phares balaient. Il gare loin. Il descend. Il entre par la porte latérale. Les marches grincent. Il descend. L'obscurité. Un bruit. Chaîne. Il allume la torche. Aïcha, attachée. Le garçon à côté. Gaspard surgit, revolver levé. Tu tombes ben à bien. Antoine avance. Lâche-les. Gaspard tire en l'air. Plâtre tombe. Un pas, il meurt. Aïcha tire sur les chaînes. Le métal grince. Elle murmure au garçon. Cache-toi. Le garçon rampe. Derrière les fûts. Gaspard ne voit pas. Il avance vers Antoine. Signe le divorce. Antoine sort un stylo. Il le tend. Gaspard baisse le revolver. Antoine bondit. Il frappe le poignet. L'arme tombe. Il lutte. Gaspard cogne. Antoine saigne du nez. Il plaque Gaspard au sol. Il serre le cou. Où est Béatrice? Gaspard halète. Quand? Foire aux chevaux. Antoine lâche. Il ramasse l'arme. Il défait les chaînes. Aïcha se lève. Elle serre le garçon. Elle murmure. On finit ça. Antoine hoche la tête. Il range l'arme. Ils sortent. La cave se referme. Dans la voiture, Aïcha ouvre le dossier. Une page cachée. Assurance vie. Bénéficiaire. Béatrice. Antoine serre le volant. Elle voulait te tuer. Aïcha froisse la page. Plus maintenant. Il roule vers Caen. La foire approche. Antoine gare la voiture derrière les tribunes de la foire, aux chevaux de Caen. Le moteur encore chaud crachant une vapeur fine contre le métal rouillé des barrières, et Aïcha descend la première, ses pieds nus effleurant le gravier tiède, où les sabots ont laissé des empreintes profondes, comme des cicatrices. Elle tient le dossier Saint-Sulpice contre sa poitrine, les coins cornés par l'humidité de la cave, et le garçon suit, serrant la graine de Jabouticaba dans son poing fermé comme un talisman. Madame N'Dour les attend déjà près d'un stand de céleri, un sac de toile sur l'épaule contenant la clé USB et un vieux magnétophone à cassette qu'elle a exhumé de son grenier. Ses yeux sombres, balayant la foule où les cravates de soie côtoient les bottes crottées. Antoine s'approche, essuie le sang séché sous son nez d'un revers de manche, et elle lui glisse la clé dans la paume sans un mot, le métal froid mordant sa peau. Ils se faufilent entre les box, l'odeur du cuir neuf et du crottin frais saturant l'air, jusqu'à un bureau administratif improvisé où un employé en chemise à carreaux compulse des registres. Aïcha pose le dossier sur le comptoir, ouvre la page de l'assurance vie, et l'homme pâlit en voyant la signature falsifiée, ses doigts tremblant sur le tampon qu'il refuse d'apposer. Antoine appuie la paume sur le bois écaillé, la menace muette dans son regard, et l'employé finit par décrocher le téléphone, compose le numéro de la gendarmerie locale, mais raccroche aussitôt quand Gaspard surgit de l'ombre, revolver encore à la ceinture, un sourire carnassier fendant son visage. Il arrache le dossier, le déchire en deux, les morceaux flottant comme des confettis macabres, et ordonne à deux palefreniers de les encercler, leur corps massif bloquant la sortie. Aïcha glisse la main dans la poche de Madame N'Dour, en sort le magnétophone, appuie sur play, et la voix de Béatrice jaillit dans le haut-parleur grinçant. 3 jours sans eau, ça calmera la bête. Les mots claquant comme des coups de fouet
sur les visages ébahis des spectateurs qui commencent à se masser. Gaspard bondit, arrache l'appareil, l'écrase sous sa botte, mais Aïcha a déjà sorti son téléphone cassé, l'écran fissuré reflétant la lumière crue des projecteurs, et elle lance la vidéo de la cave, l'image tremblante montrant les chaînes et les poignets marqués de Lucas projetés sur le mur blanc d'un box voisin. La foule murmure, les flashs crépitent, et Antoine profite du chaos pour saisir le bras du garçon, le tirer vers la sortie, tandis que Madame Ndour brandit une copie de l'assurance vie qu'elle avait photocopiée à l'aube, la tendant à un journaliste qui filme déjà. Gaspard hurle, pousse les palefreniers, mais Aïcha se plante devant lui, petite silhouette inflexible, et crache « Tu as signé ta perte ». Avant de filer dans la foule, le dossier reconstitué serré contre elle, les preuves désormais multiples et indéniables prêtes à exploser au grand jour. La foule s'écarte autour du box central, où Béatrice parade sur un étalon noir, crinière luisante sous les projecteurs, mais la vidéo de la cave, projetée sur l'écran géant de la foire, fige son sourire en une grimace de cire quand les chaînes d'Aïcha cliquettent à l'image, le son amplifié faisant vibrer les gradins. Antoine surgit au premier rang, brandissant la copie de l'assurance vie où son nom figure en bénéficiaire fictif, et le journaliste, micro tendu, hurle la question qui fait taire les murmures. « Madame de la Rochefoucauld, expliquez cette police sur la vie de votre belle-fille. » Béatrice tire sur les mirennes, les talons rus, ses sabots claquant sur le sable, et elle descend d'un bond, talons aiguilles enfoncés dans la suure, pour arracher le document, mais Antoine le lève plus haut, les chiffres noirs indiquant 5 millions d'euros dansant sous les flashs. Gaspard bondit du podium des juges, pousse les officiels et tente de saisir le bras d'Antoine, mais Madame Ndour glisse entre eux, brandissant le magnétophone écrasé dont la cassette intacte contient encore la voix de Béatrice ordonnant « 3 jours sans eau, ça calmera la bête », et elle appuie sur play, le grésillement précédant les mots qui font reculer la foule comme une marée. Un gendarme, képi baissé, s'avance, menotte prête, et Béatrice recule vers l'étalon, mais Aïcha surgit de l'ombre, téléphone cassé à la main, et lance la vidéo de Lucas, doucement poignet marqué, pleurant dans le noir, l'image projetée sur le dos de l'animal qui s'ébroue, projetant des gouttes de sueur sur les visages horrifiés. Le journaliste hurle « Un deuxième enfant !» et la foule rugit, téléphone levé, capturant Béatrice qui trébuche, son talon se cassant net dans la suure, tandis que Gaspard, visage blême, tente de fuir par les coulisses, mais 2 palefreniers, anciens complices, le plaquent au sol, leurs mains calleuses serrant ses poignets comme des étaux. Antoine s'avance, dossier Saint-Sulpice ouvert, et lit à voix haute le rapport médical de Lucas. Fractures anciennes, malnutrition, les mots tombant comme des sentences, et Béatrice, à genoux, crie « C'était pour les discipliner !» Mais sa voix se perd dans le vacarme des sifflets. Aïcha s'approche, graine de jabuticaba dans la paume, et la laisse tomber aux pieds de Béatrice, le petit noyau roulant dans la suure, symbole muet de tout ce qui repoussera sans elle. Les gendarmes ferment les menottes, le métal froid claquant sur les poignets de Béatrice, et la foule, autrefois admirative, se referme comme une vague, les flashs crépitant sur son visage déchu, tandis qu'Antoine serre Aïcha contre lui, le garçon à leur côté, et le mot « monstre » fuse de toutes parts, gravé dans l'air comme une vérité enfin libérée. Gaspard traîne Aïcha par le bras dans la cave à vin, la chaîne rouillée mordant son poignet déjà bleu, et la projette contre un fût de chêne où le vin vieux suinte en gouttes pourpres sur le sol de pierre. Il claque la porte, le verrou grince, et brandit le revolver, canon froid contre la tempe de la fillette qui se redresse, dos plaqué au bois, ses yeux noirs fixant le métal, sans ciller. Un cri, et je tire, souffle-t-il, haleine chargée de cognac,
tandis que le garçon, tapi derrière un tonneau, serre la graine de jabouticaba jusqu'à ce que ses ongles percent la peau. Antoine surgit dans l'escalier, torche balayant les ombres, et Gaspard pivote, arme levée, le doigt crispé sur la détente. Avance, et elle meurt. Antoine s'arrête, mains ouvertes, paume en avant. Le dossier Saint-Sulpice glissé dans sa ceinture comme un bouclier de papier. Aïcha profite de l'instant, donne un coup de pied dans une bouteille vide qui roule, claque contre la cheville de Gaspard, le faisant trébucher, et elle plonge vers le garçon, le tirant derrière un autre fût, où les toiles d'araignée collent à leur visage. Le coup part, la balle ricoche sur la pierre, éclat volant, et Antoine bondit, plaque Gaspard au sol, leur corps roulant dans la poussière de lit, poings claquant contre les os. Gaspard cogne la tempe d'Antoine, sang coulant, mais Aïcha rampe, attrape la chaîne abandonnée, la passe autour de la cheville de Gaspard, tire d'un coup sec, le faisant basculer, revolver glissant sur les dalles. Madame Ndour surgit en haut des marches, clé USB brandie comme une torche, et crie « La vidéo est en ligne !» Pendant que le garçon, graine toujours serrée, ramasse le revolver, le tend à Antoine qui le pointe, canon tremblant, sur la poitrine de Gaspard. « Lève-toi lentement. » Gaspard obéit, mains en l'air, visage tordu, et Aïcha s'avance, chaîne traînant, et crache au sol, salive mêlée de poussière, avant de murmurer « Ton tour de pourrir !» Antoine attache les poignets de Gaspard avec la même chaîne, métal mordant la peau, et hisse Aïcha sur son épaule, le garçon suivant, leurs pas claquant sur les marches, la cave se refermant derrière eux comme un tombeau scellé. Dehors, les gendarmes attendent, gyrophares bleus balayant la nuit, et Béatrice, menottée dans une voiture, hurle à travers la vitre baissée, mais le son se perd dans le vent normand qui emporte la poussière de la cave, effaçant les traces de leur enfer. Antoine pousse la porte du bureau de Béatrice, le battant claquant contre le mur lambrissé, et la lumière crue d'un lampadaire de rue filtre par la fenêtre, découpant des ombres acérées sur les portraits d'ancêtres qui toisent depuis les murs. Aïcha suit, chaîne encore au poignet, le métal froid râpant sa peau, et Madame Ndour ferme la marche, clé USB serrée dans sa paume comme une grenade. Antoine arrache les tiroirs, papier volant, factures froissées, jusqu'à ce qu'un coffret en cuir, verrouillé, tombe lourdement sur le tapis perçant. Aïcha s'agenouille, glisse une épingle tirée de ses cheveux dans la serrure. Le clic résonne, et le couvercle s'ouvre sur un carnet noir, page jaunie, où l'écriture maniaque de Béatrice détaille chaque correction. Date, heure, blessure. Madame Ndour feuillette, souffle coupé, et lit à voix basse « 12 mars 2021. Aïcha, 3 jours sans eau, poignet marqué. » Antoine serre les poings, phalanges blanchissant, et glisse le carnet dans sa veste. Aïcha, immobile, pointe une enveloppe cachée sous le fond du coffret, seau de cire brisé, et l'ouvre. Un contrat notarié, signature d'Antoine falsifiée, transférant le domaine à Béatrice en cas de prochaine disparition d'Aïcha. Elle froisse le papier, le jette au sol, et ses yeux noirs brillent, pas de larmes, mais d'une rage froide. Un bruit. Gaspard, détaché, surgit dans l'encadrement, couteau à la main, lame luisante. Il bondit. Antoine pivote, bloque le bras, le couteau claque sur le bureau, tranchant le bois. Aïcha attrape la lampe, la fracasse sur la tête de Gaspard, verre éclatant, sang coulant sur son front. Il vacille. Madame Ndour plonge, ramasse le couteau, le pointe. Bouge, et je t'ouvre. Gaspard lève les mains, haletant. Antoine fouille ses poches, trouve une clé, ouvre un placard secret. Dedans, une pile de dossiers. Lucas, Aïcha, un 3e nom, Héloïse, 8 ans, 2018. Photo jointe, corps frêle, yeux éteints. Il serre les dossiers contre lui. Aïcha s'approche, touche une photo, ses doigts tremblent,
puis se crispe. Plus jamais. Antoine hoche la tête, range les dossiers. Il sort son téléphone, filme le placard, les contrats, le carnet. Il envoie la vidéo au journaliste de Caen. Madame Ndour attache Gaspard avec une corde de rideau, nœud serré. Et Aïcha ramasse le couteau, le plante dans le bureau, l'âme vibrante. Ils sortent, dossier sous le bras, la porte claquant derrière eux. Dehors, les gendarmes approchent, gyrophare bleu balayant la cour. Antoine murmure. Tout est là. Aïcha hoche la tête, graine de jabouticaba toujours dans sa paume, prête à planter un nouveau départ. Antoine surgit au centre de la piste de Caen, projecteur brûlant sur son visage ensanglanté, et brandit les dossiers comme un étendard, les pages claquant sous le vent artificiel des ventilateurs géants. La foule, 500 âmes en costume de tweed et bottes cirées, se fige, les applaudissements pour l'étalon primé mourant dans leur gorge. Aïcha monte sur le podium, chaîne brisée pendant à son poignet, et Madame Ndour branche la clé USB sur l'écran géant. L'image du carnet noir s'affiche, ligne serrée de Béatrice détaillant chaque coup, chaque privation. Béatrice, au premier rang, cravate de soie impeccable, blêmie, ses talons aiguilles s'enfonçant dans la sueur, tandis qu'elle tente de s'éclipser, mais Aïcha lance le contrat notarié, falsifié, le papier voltigeant jusqu'à ses pieds. 5 millions d'euros en lettres grasses. Le journaliste, micro tendu, hurle « Madame, votre signature !» Et la foule rugit, téléphone levé, capturant Béatrice trébuchant, son sac Hermès tombant, billets et rouge à lèvres roulant dans la poussière. Gaspard, menotté par les gendarmes, est traîné sur la piste, son costume déchiré, et Antoine projette la vidéo d'Héloïse, 8 ans, corps frêle dans un placard, la foule suffocant, certains détournant les yeux, d'autres criant « Monstre !» Béatrice bondit, arrache le micro, crie « Mensonge d'une enfant ingrate !» Mais Aïcha, graine de jabouticaba brandie, monte sur une caisse, et sa voix, claire, tranche le chaos. « Vous m'avez affamé, enchaîné, mais voici votre fin exposée. » Elle jette la graine au sol, elle roule jusqu'aux bottes de Béatrice, symbole muet d'un avenir qu'elle ne contrôlera plus. Les gendarmes s'avancent, menottes claquant sur les poignets de Béatrice, son visage se tordant, mascara coulant en traînées le noir. Antoine active le magnétophone, la voix de Béatrice résonne. 3 jours sans eau, ça calmera la bête. Et la foule explose, sifflée et huée, noyant ses dénégations. Le président de la foire, cravate desserrée, annonce l'annulation du concours, les chevaux hennissant dans leur box, et Aïcha, immobile, fixe Béatrice traînée hors de la piste, ses talons griffant le sable. Madame Ndour tend le dossier Héloïse à un gendarme, qui hoche la tête, scellant le sort de Béatrice. Antoine s'agenouille, prend Aïcha dans ses bras, le garçon à leur côté, et la foule, d'abord hostile, s'ouvre en un couloir de silence, les flashs crépitant comme un orage. Aïcha murmure « C'est fini ». La piste, autrefois un écrin de gloire, devient un tribunal, la sueur tachée de vérité. Et Béatrice, dernière image, disparaît dans une voiture de police, gyrophare bleu, avalant sa silhouette. Le tribunal de Caen s'ouvre sous un ciel bas, les gendarmes encadrant Béatrice, tailleur froissé, menottes luisantes, tandis que Gaspard, costume déchiré, suit, regard fuyant les flashs des journalistes massés sur les marches. Antoine entre, dossier Héloïse sous le bras, Aïcha à ses côtés, graine de jabouticaba serrée dans sa paume, et Madame Ndour, clé USB brandie comme une preuve vivante. Le juge, robe noire flottant, frappe le maillet, silence tombant sur la salle bondée. Antoine dépose le carnet noir, pages ouvertes, sur les dates précises des sévices, et le procureur lit à voix haute « 12 mars 2021, Aïcha, 3 jours sans eau », chaque mot claquant comme un verdict.
Béatrice se lève, crie « Discipline !» Mais le juge lève la main, projette la vidéo de Lucas, poignet marqué, pleurant dans le placard, la salle suffocant. Aïcha, immobile, fixe Béatrice, ses yeux noirs tranchants, et murmure « Vous avez perdu ». Le procureur présente le contrat notarié falsifié, 5 millions d'euros, et Béatrice s'effondre sur son banc, mascara coulant. Gaspard, appelé à la barre, tente de nier, mais Madame Ndour active le magnétophone, sa voix à lui ordonnant « Enchaîne-la », et il blêmit, tête baissée. Le juge consulte les dossiers, hoche la tête et prononce « Béatrice de la Rochefoucauld, 6 ans de réclusion ferme pour maltraitance, falsification, tentative d'escroquerie. » Les menottes claquent, Béatrice hurle, traînée hors de la salle, ses talons griffant le parquet. Gaspard, livide, reçoit 4 ans pour complicité et séquestration, ses mains tremblant quand les gendarmes l'emmènent. Lucas, 15 ans, entre, soutenu par une assistante sociale, et témoigne voix brisée « Elle m'a appelé bâtard ». Le juge ordonne sa protection immédiate. Antoine s'avance, remet le dossier Héloïse, 8 ans, disparue en 2018, et le procureur promet une enquête. Aïcha lève la graine, la pose sur la table du juge, symbole muet de justice planté. La salle, figée, explose en murmures quand le maillet frappe une dernière fois, scellant le sort des accusés. Dehors, les journalistes assaillent Antoine, mais il les écarte, prend Aïcha par la main, le garçon à leur côté, et Madame Ndour ferme la marche, clé USB rangée. Les gyrophares s'éloignent, emportant Béatrice et Gaspard, leurs silhouettes avalées par la nuit normande. Aïcha murmure « Ils ne reviendront pas ». Antoine hoche la tête, serrant sa fille, la foule s'écartant comme une mer, les flashs crépitant sur leur visage, marquant la fin d'un cauchemar et le début d'une vérité inflexible. Antoine signe les papiers de vente dans le bureau du notaire à Caen, stylo grattant le parchemin, cédant 60% des parts de son empire vinicole à un consortium éthique, les millions détournés vers un compte scellé sous le nom de Fatou Diallo. Il se lève, veste froissée, et annonce à la presse massée dehors « Le domaine de la licorne devient un centre de thérapie équestre pour enfants vulnérables. » Les flashs crépitonnent, mais Aïcha, à ses côtés, graine de jabouticaba plantée dans un pot de terre sur la table, fixe les journalistes, sa voix claire tranchant le brouhaha, plus jamais de chaîne. Madame Ndour, clé USB rangée, dévoile les plans, box transformée en salle d'art, prairie pour cours de liberté, et une bourse annuelle pour jeunes d'origine africaine au lycée Saint-Sulpice, l'ancien fief de Béatrice. Antoine transfère la première dotation, 1 million d'euros, et le notaire tamponne, saut claquant comme un verdict inverse. Lucas, 15 ans, entre, timidement, et Antoine lui tend les rênes d'un poulain blanc, murmure « Tu seras le premier moniteur ». Le garçon caresse l'encolure, larmes roulant, et Aïcha lui glisse un crayon, sourire fugace. Les travaux commencent le lendemain. Pelleteuse arrachant les chaînes de la cave, peintre couvrant les murs de couleurs vives, ancien box devenant atelier où enfants dessinent des chevaux libres. Antoine vend sa collection de crus rares, finance des psychologues équins, et Madame Ndour forme les premiers thérapeutes, sa voix chaude guidant les gestes. Aïcha plante la seconde graine de jabouticaba devant l'entrée, terre noire entre ses doigts, et arrose, l'eau goûtant comme des promesses. Le centre ouvre en 3 mois. Enfants arrivant de foyers, de banlieues, de villages oubliés, montant des poneys sans selle, riant sous le soleil normand. Antoine réduit ses voyages, ne gardant qu'un bureau à Caen, et signe chaque soir les registres, vérifiant que chaque enfant mange à sa faim. Il crée un fonds pour Héloïse, toujours disparue, espoir ténu d'une piste. Lucas, voix plus assurée, enseigne à un garçon de 8 ans
a pansé un cheval, et Aïcha, grimpée sur une échelle, peint une fresque. Un cheval noir brisant ses chaînes, elle déployée. Les journalistes reviennent, filment les rires, les dessins, les jabuticabas naissants, et Antoine, en retrait, serre la main d'un père reconnaissant, murmure « C'est pour elle ». Le centre porte le nom de Fatou, plaque gravée à l'entrée, et chaque soir, Aïcha arrose les arbres, comptant les feuilles, tandis qu'Antoine, stylo en main, rédige la charte. Aucun enfant ne dormira plus dans la paille. La nuit tombe, les boxes éclairées, et le domaine, autrefois prison, respire la liberté, ses fondations purgées, prêtes à porter des générations guéries. 2 ans plus tard, le soleil de juin inonde le domaine de la Licorne, reconverti en centre Fatou Diallo, et Aïcha, 13 ans, crinière noire au vent, galope sur un poulain blanc à travers la prairie, rire fusant avec ceux de Louia, sa nouvelle amie, cheveux tressés de rubans colorés. Antoine, chemise ouverte, observe depuis la véranda, café fumant à la main, tandis que Lucas, 17 ans, guide un groupe d'enfants à panser des poneys, sa voix assurée résonnant sur l'herbe fraîche. Madame Ndour, tablier éclaboussé de peinture, accroche une fresque d'Aïcha sur le mur de l'atelier. Un cheval ailé, brisant des chaînes, couleurs vives, éclatant sous le soleil. Les jabuticabas, 2 arbres jumeaux, plantés devant l'ancien box maudit, portent leurs premiers yeux fruites noirs, luisants, et Aïcha en cueille un, le tend à un garçon de 9 ans, ancien protégé de la grange, qui mord, jus coulant sur son menton. Antoine s'approche, pose une main sur l'épaule d'Aïcha, et elle sourit, sans la méfiance d'antan, murmurant « Maman serait fière ». Les enfants, venus de foyers, de banlieues, d'orphelinats, dessinent, montent, rindent, leur voix couvrant le hennissement des chevaux. Lucas, désormais moniteur titulaire, ajuste une selle, et un père, larmes aux yeux, le remercie pour son fils retrouvé. La bourse Fatou finance 20 lycéens à Saint-Sulpice, leurs uniformes neufs contrastant avec les cicatrices invisibles. Antoine, stylo en main, signe un nouveau don, 1 million pour une unité mobile de thérapie équestre dans les quartiers défavorisés de Rouen. Madame Ndour, clé USB, rangée dans une boîte à souvenirs, raconte aux nouveaux arrivants l'histoire d'une graine devenue arbre. Et Aïcha, grimpée sur une échelle, ajoute une étoile à sa fresque, symbole d'un ciel sans chaîne. Le soir, autour d'un feu de camp, Antoine lit une lettre d'Héloïse, retrouvée à Lille, adoptée, guérie, et Aïcha, graine vide à la main, la plante près des jabuticabas, terre noire avalant le passé. Les enfants chantent, voix claire sous les étoiles, et Antoine, bras autour d'Aïcha et Lucas, murmure. L'absence n'est pas une excuse. L'amour, même tardif, répare tout. Les flammes dansent, les jabuticabas frémissent, et le domaine, autrefois tombeau, pulse de vie, chaque rire, chaque fruit, chaque dessin, scellant un serment. Plus jamais de paille pour dormir, plus jamais de chaîne. Aïcha, dernière image, cueille un jabuticaba, le lève vers le ciel, et le mord, jus noir coulant comme une promesse, tandis qu'Antoine, stylo rangé, ferme les yeux, Fatou veillant depuis les étoiles. Le centre vit, les enfants grandissent, et la leçon, gravée dans l'écorce des arbres, murmure. La vérité brise les fers, l'amour plante l'avenir. Ainsi, au cœur de cette histoire, une vérité implacable. L'absence n'est jamais une excuse, et l'amour, même tardif, peut tout réparer, à condition de choisir la vérité avant le silence. Et vous? Quelle absence avez-vous réparée? Quelle chaîne avez-vous brisée? Partagez votre histoire, votre réflexion, dans les commentaires ci-dessous. Vos mots peuvent devenir la graine d'un nouvel arbre. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. À très bientôt pour une nouvelle traversée.